monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale disparition mystérieuse. Et c'est le Tu ne dormiras pas ce soir numéro 4. En espérant que celui-ci vous plaise plus que la dernière fois, je vais pas vous mentir. Petit blabla du début, si vous voyez un truc rouge sur mon bras, c'est parce que je suis allée faire les retouches il y a pas longtemps de mes tatouages, là, il y a 2 jours. Et on a commencé à faire le brouillon du brouillon de mon futur tatouage. Du coup j'ai du stylo rouge partout, voilà. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, oui, cette vidéo devait être un test de QI, mais au bout de 5 questions, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas assez intelligente pour ne serait-ce que répondre à leurs questions. Mais il y avait que des suites logiques et moi je comprends pas les logiques dans les suites logiques. Donc une fois que j'aurai compris ça, on pourra faire cette vidéo. En attendant, non. Dans cette vidéo, je vous ai sélectionné mes 3 histoires de disparition mystérieuse préférées de tous les temps. Je ne les comprends pas et c'est pour ça que je les adore. C'est des affaires bien évidemment non résolues. Et elles sont toutes d'une époque différente et avec un schéma et un fonctionnement différent. Comme ça c'est sûr qu'il y aura au moins une histoire que vous allez vous dire « Mais quoi ?» Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Par l'histoire de Cullen Finnerty. Je prononce extrêmement mal son prénom et je m'en excuse. Cullen Finnerty est un ancien joueur de football américain qui avait signé à l'époque chez les Ravens de Baltimore. Je ne m'y connais pas dans les équipes donc je pouvais pas vous dire si c'est une bonne équipe ou pas. En tout cas le mec était connu. Il faisait 1m90 et pesait 107 kg et il avait 30 ans au moment des faits. Et tout ce poids et cette taille également il l'avait au moment des faits. C'est pour ça que je ne comprends pas comment ça peut arriver, genre le mec est une armoire sur pattes. Comment c'est possible? Vous allez voir, vous allez pas comprendre. Tout a commencé parce que Cullen et sa famille avaient décidé de partir en week-end de pêche. Ils sont partis du coup du 26 au 27 mai 2013 et il est parti avec sa femme qui s'appelle Jennifer, leurs 2 enfants et la famille de sa femme. Ils avaient loué une petite cabane dans la forêt de Break Creek State. Je vous l'écris à l'écran parce que j'ai vraiment un accent anglais de merde. Et cette forêt se situe au Michigan. La journée du 26 se passe plutôt bien, il la passe à pêcher, petit week-end en famille et tout, tu connais. Après le dîner, il dit à sa famille qu'il veut aller retourner pêcher le long de la rivière parce qu'il fera nuit donc il y aura beaucoup plus de silence, donc possiblement beaucoup plus de poissons. Sa femme lui dit de faire attention, il prend un petit bateau à moteur et il part aux alentours de 20h45. Et là, pas de nouvelles, il est parti pêcher donc personne s'inquiète quoi, chacun fait sa vie machin. Jusqu'à 21h17 précise où la femme de Cullen reçoit un appel de lui totalement paniquée. Elle dira même qu'elle n'avait jamais entendu autant paniquer de sa vie. Encore une fois, le mec est une armoire donc je ne comprends pas de quoi il a pu paniquer, vraiment. Puis joueur de football quand même, tu sais te tape quoi. Il lui dit « Je suis au milieu de la rivière sur le bateau, ça fait plusieurs minutes qu'il y a 2 hommes qui se cachent dans des buissons pour m'observer. Même quand j'avance avec le bateau, ils me suivent. » Jennifer ne sait pas trop quoi répondre, du coup elle essaye d'écouter ce qu'elle entend au téléphone en plus de la voix de Cullen. Et elle l'entend parler aux soi-disant 2 hommes qui sont censés être cachés dans les buissons. Il leur demande qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils lui veulent, de partir, etc. Et aucune, en tout cas Jennifer n'entend pas au téléphone, les 2 hommes lui répondent. Donc on suppose que personne ne lui a répondu. Puis quelques secondes se passent au téléphone et Cullen dit à Jennifer « Il va se passer quelque chose ». Et là, l'appel, il raccroche. Genre, il coupe total. Donc Jennifer elle est totalement paniquée, elle va réveiller toute sa famille, elle leur explique ce que Cullen a dit au téléphone et puis Cullen rappelle une 2e fois, cette fois-ci en leur disant qu'il va enlever ses vêtements parce que en débarquant le bateau, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en remettant le bateau sur le bord de la rivière, il est tombé à l'eau et du coup il est tout trempé donc il explique qu'il va enlever ses vêtements parce qu'il est vraiment mort de froid et comme ça le permet de sécher plus vite etc. Il dit également que les 2 hommes sont encore là et qu'ils le suivent toujours et là l'appel raccroche encore une fois. Du coup le frère de Jennifer va essayer de rappeler et après plusieurs tentatives, il va enfin réussir à avoir Cullen au téléphone. Il lui demande de lui décrire à peu près l'endroit où il se situe, mais après c'est vrai que décrire quel arbre est à ta droite et quel arbre est à ta gauche, c'est un peu compliqué quand t'es dans une forêt en fait de décrire l'endroit où t'es. Donc il lui répond pas forcément. Et Cullen par contre, terrorisé au téléphone, va lui dire que les hommes sont encore là et qu'ils se rapprochent de plus en plus de lui. Et devinez quoi? L'appel coupe encore une fois, sinon c'est pas drôle. Du coup, Jennifer et son frère décident de partir à sa recherche en essayant de reprendre le chemin que Cullen était censé emprunter pour revenir à la cabane. Puisque, ah oui j'ai oublié de vous dire, puisqu'au téléphone il a également dit qu'il se redirigeait vers la cabane le plus vite possible. En faisant le moins de bruit
possible puisqu'il ne voulait pas effrayer les possibles agresseurs et que du coup les agresseurs s'en prennent à Cullen. Mais en l'appelant quand même, en essayant de regarder, enfin le mec fait quand même presque 2 mètres, donc si tu veux tu le vois dans la forêt ou au moins tu l'entends quand il marche, enfin ça fait du bruit un mec de 2 mètres quoi. Mais il ne voit rien, n'entend de rien et vraiment enfin il trouve ça bizarre. Donc il reste un peu autour de la rivière pour voir s'il est pas revenu et là il tombe sur le bateau que Cullen avait emporté pour pêcher et il remarque qu'il est accosté du bon côté de la rivière pour aller justement de la rivière à la cabane. Donc ils ne comprennent pas pourquoi ils l'ont pas croisé sur ce chemin, pourquoi il n'est pas déjà à la cabane, parce qu'il y a à peu près 10 minutes de marche de la rivière à la cabane. Ça voudrait dire que du coup il s'est barré dans la forêt sans vraiment savoir où il allait alors qu'il y avait des gens à sa poursuite et qu'il aurait pu se réfugier dans la cabane à 10 minutes. Enfin c'est pas vraiment logique. Il manque des trucs dans cette histoire. Bref, vers 22 h, le shérif est prévenu et il lance immédiatement les recherches. Il contacte direct l'opérateur téléphonique de Cullen pour savoir s'ils peuvent localiser potentiellement le téléphone de Cullen, comme ça ils auront à peu près une zone où chercher. Puisqu'on parle quand même d'une forêt, je vous mets la photo de la forêt à l'écran. C'est une grande forêt, c'est pas les forêts qu'on a en France quoi, c'est vraiment les parcs qu'ils ont aux États-Unis. Je rêverais d'avoir une forêt comme ça à côté de chez moi, mais genre vraiment, c'est stylé. Mis à part la partie enlèvement et Bigfoot, c'est stylé. Et devinez quoi, le téléphone va être localisé, oui, mais à 4 endroits différents. C'est-à-dire que tous les appels que je vous ai énumérés, ça voudrait dire qu'il s'est déplacé à une vitesse monstrueuse en 30 minutes pour pouvoir les passer à ces 4 endroits différents. Genre vraiment une vitesse surhumaine, c'est impossible. Je vous redirige vers la vidéo, je crois que c'était Maxi Kai, ça fait un moment que je l'ai pas regardé cette vidéo, mais de base j'avais connu l'histoire grâce à sa chaîne YouTube. Et sur cette vidéo, lui a vraiment la carte avec les 4 points GPS où le téléphone a été localisé. Et on voit bien, extrêmement bien, que c'est des points qui sont beaucoup trop loin pour être rejoints à pied ou même en courant. Même si le mec est très sportif, en 30 minutes ça paraît quand même impossible. Mais bon, ils prennent quand même cette information en compte, on sait jamais, peut-être qu'il est dans une de ces zones. Le lendemain matin, le shérif et son équipe lancent de suite les recherches dans la forêt. Ce jour-là, on a 2 hélicoptères, une centaine de bénévoles, le shérif et son équipe qui partent dans la forêt entièrement faire une sorte de battue pour essayer de trouver peut-être des vêtements puisqu'il a dit qu'il allait se déshabiller, ou son téléphone, ou lui en fait tout simplement parce qu'on sait toujours pas où il est au final. Donc il ne trouve absolument rien cette première journée de recherche. Du coup le 28 mai les recherches reprennent avec cette fois-ci beaucoup plus de bénévoles puisque entre temps l'histoire a été un peu plus médiatisée et relayée on va dire avec le bouche à oreille. Et vu que c'était un joueur de foot assez connu de ce que j'ai compris, ça a motivé pas mal de gens à venir le deuxième jour. Donc il y avait beaucoup plus de bénévoles et là du coup on va trouver quelque chose. À 7h40 du matin, un bénévole en plein milieu d'une clairière trouve le corps de Cullen Finnerty, 30 ans, allongé face contre terre, sans t-shirt. Donc encore une fois, où est passé ce putain de t-shirt? Et il y avait un truc qu'il n'y avait pas aussi sur lui. Aucune trace d'agression, aucune lésion, aucun bleu, aucune trace de sang ou même de griffure ou de ce que tu veux. Genre, on dirait juste qu'il est tombé en plein milieu de la clairière. Une autopsie est alors réalisée et ils ne trouvent également rien sur le corps, mais officiellement ils vont dire que la cause du décès c'est qu'il se serait étouffé dans son propre vomi. Bon, ça tient pas la route tout simplement parce que s'étouffer dans ton propre vomi quand t'es comme ça, allongé sur le dos, ouais c'est possible. T'étouffer quand t'es comme ça, face contre terre, la face sur le côté, si tu vomis, tu vois, ça coule et ça vient là, tu t'étouffes pas à moins que... Enfin je sais pas. S'il y en a qui s'y connaissent pas. Du coup ils vont mettre que la cause officielle du décès c'est ça, perso j'y crois pas et ils vont clôturer le dossier comme ça puisqu'ils ont rien trouvé en fait. Aucun indice, rien. Le frère de Cullen va appeler la police et leur dire qu'un épisode similaire à cette situation s'est déjà déroulé en 2011. Il avait fait à peu près la même chose, il avait appelé son frère en lui disant que 2 agents du FBI le suivaient. De là, il a fait 2 heures de route pour aller chez son frère. Et une fois chez son frère, il a fermé toutes les fenêtres et les portes à clé, il a tout barricadé et il est resté enfermé dans la maison pendant 4 jours. Mais sa famille, ils ont pas mis ça sur une cause psychologique réelle, genre vraiment maladie mentale ou quoi. Ils ont mis ça sur le fait qu'à l'époque, il prenait des médicaments pour un mal de dos. Je prends beaucoup de médicaments dans ma vie parce que je suis faible. Je t'assure que jamais ça ne m'est arrivé de voir 2 mecs qui me suivent, des agents du FBI, hein, mais bon. J'ai jamais vu un médicament pour le dos, enfin qui est contre la douleur, te rendre aussi... À moins qu'il y ait vraiment beaucoup de codéine dedans, mon pote, mais ça me paraît bizarre. Et même s'il avait eu une nouvelle crise, genre que c'était des crises et une sorte de maladie mentale qu'il avait et que...
On s'en est pas rendu compte de suite parce que je crois qu'à l'autopsie ils se sont rendu compte qu'il y avait quand même une petite maladie dégénérative du cerveau, je crois, qui en gros allait faire qu'il allait perdre la boule au fur et à mesure, mais ça n'explique pas non plus la cause du décès, parce que oui, ça peut expliquer l'épisode paranoïaque, le fait qu'il ait eu peut-être une hallucination en voyant ces deux hommes, que ces deux hommes n'étaient peut-être réellement pas là. C'est pour ça que Jennifer n'a pas entendu répondre au téléphone, ou peut-être qu'ils lui ont pas répondu. C'est ça le truc, c'est qu'on sait pas si ces types étaient réels ou s'ils faisaient partie d'une hallucination. Mais même si ça faisait partie d'une hallucination, comment ce mec est mort? Parce que c'est pas une maladie mentale qui te fait dead comme ça sur place, c'est pas possible. Et vu que l'enquête est close avec pour cause du décès étouffement avec son propre vomi, on n'en sait pas plus en fait. Ils ont arrêté de chercher, il n'y a pas plus d'indices, il n'y a pas plus de choses à dire, il n'y a rien en fait. Tout ce que je vous ai dit, grosso modo, c'est le résumé de toute l'affaire. Donc bien évidemment, on a énormément de théories. On a bien évidemment celle des aliens. Elle y sera toujours à mon avis dans toutes les histoires de disparition ou de trucs un peu bizarres. Aliens, c'est parti, aliens. Les aliens sont partout. On a aussi celle de notre cher ami Bigfoot, qui est le monstre, je crois, le plus connu d'Amérique. C'est pareil, dans toutes les histoires, si c'est pas l'alien, c'est le Bigfoot. Et théorie un peu plus terre à terre, mais qui est quand même bien pétée aussi, c'est celle qui dit qu'il y aurait une sorte de complot gouvernemental derrière cette histoire. Puisque c'était une personne connue, que vous connaissez la spéculation des gens sur le fait que les personnes connues fassent partie des Illuminati, fassent partie d'une secte gouvernementale, machin, bidule. Beaucoup de personnes pensent que Cullen faisait partie d'une sorte de secte ou de regroupement comme cela, qui avait voulu partir pour je ne sais quelle raison et qui du coup s'était fait suivre et abattu. Mais encore une fois, il n'y a pas de traces de poison dans son organisme, il n'y a pas de blessure apparente, donc pas de balles, pas de coups, enfin aucun os n'est cassé, rien. Et c'est comme ça qu'on va la finir malheureusement, parce que tout s'arrête là, comme je vous ai dit, là je vous ai vraiment tout exposé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on passe à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, c'est l'histoire de Roanoke. Je vais encore une fois très mal prononcer les noms parce que c'est une histoire américaine. De toute façon, il n'y a que des histoires américaines ou anglaises, donc je prononce très mal, voilà, je suis désolée. Cette histoire est quand même très très connue, mais je la trouve super intéressante et super mystérieuse. Plus les années passent, plus les gens continuent à enquêter dessus, tellement c'est un mystère et que les gens ne peuvent pas comprendre en fait. En 1787, deux groupes de colons composés de femmes, d'hommes et d'enfants ont essayé d'aller s'installer sur l'île de Roanoke. C'est une île qui se situait à l'époque sur les côtes de Virginie. Et cette expédition s'est faite sous le commandement et l'organisation de Sir Walter Raleigh. Ça c'est pareil, je le prononce très mal, donc il sera écrit à l'écran. Peu de temps après leur arrivée sur les lieux, et surtout une fois que le campement était un minimum installé, parce qu'il y avait déjà eu des expéditions avant sur cette zone-là, mais on va dire qu'il restait que des ruines, des installations et des petites maisonnettes qu'ils avaient construites, donc il fallait tout refaire. Le gouverneur John White décide de repartir avec une partie du groupe, donc vu que j'ai dit qu'il y avait deux groupes, on va dire qui part avec le premier groupe quoi. Il décide de repartir en Angleterre avec tout ce joli monde pour aller rechercher des armes et des vivres parce qu'il commençait à manquer de vivres puisqu'ils ne sont pas du tout arrivés dans la bonne période pour faire tout ce qui est plantation, élevage, etc. Mais c'est là où ça se gâte parce qu'en fait, ce John White, en revenant 3 ans après, parce qu'entre temps il y a eu une sale histoire de guerre, tout ça, du coup il y revient seulement en 1590, quand il arrive, le campement il est vide. Mais genre, il y a personne. Genre il est vide, vraiment vide, il n'y a pas plus vide. Le néant, le vide. L'autre partie du groupe a du coup mystérieusement disparu. On parle là quand même d'à peu près 108 personnes, ce qui est quand même énorme. J'ai pas de chiffre exact, j'ai pris 108 parce que c'était celui qui revenait le plus dans tous les articles que j'ai pu lire. Mais j'ai vu aussi 111 et 118, donc je sais pas, voilà, à vous de choisir. Mais ça fait quand même grosso modo une centaine de personnes, ce qui est quand même assez énorme pour les faire popper et disparaître comme ça en un claquement de doigts. Enfin pas en un claquement de doigts parce qu'il y a quand même 3 ans, je dis qu'ils disparaissent totalement car on ne retrouve aucune trace de corps et de restes humains ou même d'os. En fait on ne retrouve rien qui ne pourrait correspondre à un corps humain. Sur le campement ils vont essayer de chercher un peu des indices pour savoir où ils sont partis et ils vont remarquer que un peu partout sur les arbres et notamment je crois sur une espèce de pancarte en bois, il y a une inscription écrite. Et le mot vous devez le connaître parce que depuis ça a tellement été utilisé en mode on donne ce nom là à un monstre.
dans beaucoup de films d'horreur, dans beaucoup de séries d'horreur, dans beaucoup de choses comme ça. Donc le mot, vous devez le connaître. Ce mot-là, c'est Croatoan. Au début, ils ont cru que c'était une tribu voisine qui avait décimé le village, mais encore une fois, aucune trace de bataille, aucune trace de corps, aucune trace. Il y a aussi une théorie qui dit qu'ils seraient devenus cannibales, puisque quand John White est parti, c'était pour aller chercher des vivres. On suppose que c'était qu'ils étaient déjà en pénurie de nourriture. Et vu que John White a mis 3 ans avant de revenir sur cette île, ils se sont peut-être tout simplement mangés entre eux. Bon, il faut toujours une théorie un peu dégueulasse. Le problème avec cette théorie, c'est que même s'il y avait eu du cannibalisme, déjà il serait au minimum resté 1 ou 2 personnes quoi, parce que le mec va pas se bouffer tout seul, quoique je suis sûre que ça a été certainement déjà fait. Mais il resterait surtout les os humains, et là on en trouve, et à mon avis il n'y avait pas de cochons aux alentours pour les bouffer, si tu vois ce que je veux dire. Donc on ne retrouve vraiment rien, c'est un gros mystère. Ils décident donc de se concentrer sur le mot Croatoan que je vous ai dit au début, qui est également le nom d'une île voisine à l'île de Roanoke, excusez-moi. Ils se sont donc dit que la colonie avait pu se faire capturer par une tribu de l'île de Croatoan pour être ensuite exécutée, mais à chaque fois, vraiment à chaque fois, c'est-à-dire que sur plusieurs années, je crois qu'ils ont essayé d'y retourner 3 fois sur l'île de Croatoan. Chaque fois qu'ils essayaient d'y aller, il y avait un problème. Soit c'était une tribu qui les arrêtait en plein chemin et du coup ils étaient obligés de faire demi-tour parce que la moitié de l'équipage se faisait décimer. Soit c'était une tempête, soit une tempête encore. En fait ça a beaucoup été souvent des tempêtes. Je soupçonne Dame Nature de pas vouloir nous révéler la vérité sur cette histoire. Après on est quand même dans les années 1590 et il faut savoir que ce fameux John White avait quand même laissé sa fille, sa femme et sa petite fille ainsi que son beau-fils sur cette île en leur promettant de revenir. Comme vous le savez et comme vous l'avez compris, il est revenu que 3 ans après, et au final, quand je vous dis qu'ils ont essayé de retourner plusieurs fois sur l'île, oui, ils ont essayé, mais le mec qui s'est pas bougé le cul, hein, il a fait d'autres expéditions entre temps, dès qu'il y avait un petit problème pour y aller, demi-tour, on se rebat en Angleterre. Donc il a pas fait beaucoup d'efforts non plus pour nous apporter des réponses. Mais bon, même s'ils avaient été kidnappés par une tribu pour être ramenés sur l'île de Croatoan, encore une fois, 108 personnes, ça passe pas inaperçu et on aurait trouvé des restes avec le temps. Enfin là, ça fait des siècles que cette histoire s'est passée. Il y a eu plein d'enquêtes et de trucs archéologiques, etc. sur les lieux. Ils auraient forcément retrouvé quelque chose. Ils en ont retrouvé un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé sur cette partie de l'île certains objets qui auraient pu leur appartenir, mais on n'a pas vraiment plus de preuves que ça, donc on ne sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui ce qu'il s'est passé. Le truc des artefacts retrouvés que je vous ai dit, bah c'est pas dit dans toutes les vidéos, alors que si, ils ont retrouvé, donc ils ont peut-être été au final sur l'île de Croatoan, mais une fois sur l'île, mais on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas s'ils se sont fait buter, on sait pas si au final ils se sont accouplés avec les membres de la tribu, parce qu'il y a, je crois, eu des preuves d'une tribu un peu plus blanche que la moyenne à cette époque-là, donc on ne sait vraiment pas. Il y a plein de théories, mais une que j'aime bien et qui a été reprise dans pas mal de films d'horreur ou de séries d'horreur, c'est que Croatoan serait le nom d'une sorte de diable ou d'une sorte de monstre et qui aurait tout simplement aspiré leur âme. Mais ça reste toujours dans le truc de Croatoan égale monstre. Et c'est vrai qu'au final, quand on fait le résumé de l'histoire, bah à aucun moment on parle de monstre quoi. On parle de disparition, on parle de tribu, mais on ne parle pas de monstre, donc je sais pas comment ça a pu partir comme ça. Et on arrive du coup à la dernière histoire qui est mon histoire préférée de tous les temps. Et elle est très connue donc vous devez certainement la connaître puisqu'il s'agit de l'affaire Michael Rockefeller. En 1961, Michael Rockefeller, à l'âge de 23 ans, décide de partir en expédition en Nouvelle-Guinée. Il est passionné d'anthropologie et avait déjà fait un voyage là-bas, mais cette fois-ci ça va pas du tout, mais alors pas du tout, se passer comme prévu. Il avait prévu d'y retourner pour acheter des armes et des objets à une tribu locale qui s'appelle les Asmat. Le 17 novembre 1961, il embarque donc sur un petit bateau avec René Wassing. Encore une fois, le prénom c'est pas trop ça. René est un anthropologue, ils partent donc tous les deux accompagnés de 2 guides. L'embarcation longe l'île et se retourne d'un coup, en grosso modo, en plein milieu de leur trajet quoi, clairement. Les guides décident donc de rejoindre la côte à la nage pour aller chercher du secours. Mais Michael et René, eux, partent totalement à la dérive puisqu'ils n'ont pas réussi à retourner le bateau et à le remettre correctement, etc.
Au bout de 2 jours, les guides ne sont toujours pas revenus, donc Michael décide de rejoindre la côte à la nage, mais qui du coup n'est pas la même côte que les guides. Enfin, c'est la même côte, mais c'est pas le même endroit si tu veux, puisqu'ils ont dérivé quand même pendant 2 jours, donc ils ont dérivé quand même assez loin du point de base où sont partis les guides. Il décide donc de partir à la nage pour retrouver la terre ferme, mais à partir de ce moment précis, on n'aura plus jamais aucune nouvelle de lui. René étant le dernier à l'avoir vu et a été sauvé d'ailleurs juste le lendemain après le départ de Michael, donc au final si Michael avait été un peu plus patient, bah il aurait pu être sauvé. Comme quoi, faut savoir être patient dans la vie. Voilà, notre histoire se termine grosso modo là, mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est la suite. Toutes les théories qu'il y a, mais je vais vous dire les plus connues et les plus intéressantes. La théorie numéro 1, c'est la plus simple, c'est celle de la noyade. Il se serait tout simplement noyé en essayant de rejoindre la côte au moment où il est parti du bateau. Mais ils n'ont jamais retrouvé de corps. Après, il y a pas mal de tribus dans la zone où il était parti, y compris des tribus présumées cannibales. La deuxième théorie et la plus connue, c'est celle du cannibalisme. Et c'est d'ailleurs certainement comme ça que vous connaissez cette histoire, si vous la connaissez, puisque cette théorie, elle tourne genre H24 sur TikTok comme si c'était véridique. C'est-à-dire que la plupart des gens qui connaissent cette histoire sont persuadés que la vraie histoire c'est qu'il s'est fait bouffer par des gens et puis basta, il est mort. Mais en gros, ils mettent la photo de sa tête avec les gens de la tribu à côté et ils mettent oui, c'est la dernière photo qu'il a prise avant de se faire manger par la tribu. Mais en fait, il n'y a aucune preuve qu'il s'est fait manger par cette tribu, et encore même, c'est sûr qu'il ne s'est pas fait manger par cette tribu-là, puisque en partant de cette tribu-là, c'est là où il a pris le fameux bateau machin et qui s'est retourné. Sinon on n'aurait jamais eu les photos, vous en doutez bien. Mais sans déconner, je tombe sur ce genre de TikTok concernant cette affaire à peu près une fois par semaine. Bref, en gros, il aurait atteint la côte, oui, mais une fois arrivé, il se serait fait kidnapper et puis manger par une tribu locale qui cette fois-ci est la tribu locale du village d'Otjanep. Je vous le mets à l'écran parce que je sais pas du tout comment ça se prononce, excusez-moi. Qui eux sont réputés pour être une tribu apparemment cannibale, bien évidemment sans beaucoup de preuves encore une fois. Mais cette théorie-là se base surtout sur tout ce qui est... surtout sur les théories des habitants en fait de là-bas, puisque quand ils sont retournés après pour voir où était Michael et pour essayer de le chercher, pour retrouver des trucs, la plupart des habitants du village disaient qu'ils se seraient certainement fait manger par cette fameuse tribu. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait cette tribu, mais ils sont pas très appréciés dans le coin. Et la dernière, c'est genre ma préférée et vous allez voir, celle-là elle est vraiment pas mal pour le coup. Il y a une vidéo à l'appui. La théorie numéro 3 est tout simplement celle qu'il serait toujours vivant, qu'il aurait réussi à atteindre la côte. Et une fois arrivé sur la côte, il se serait fait accueillir par une tribu locale cette fois-ci, gentille et pas cannibale. Et qu'il l'aurait tout simplement aidé, et après vous allez me dire oui mais si il était dans cette sorte de tribu, pourquoi il n'est pas parti? Parce qu'on est en plein milieu de la forêt et que quand tu n'es pas originaire de là-bas tu ne sais pas te repérer, même certaines tribus ne quittent pas leur territoire parce qu'elles ne savent pas se repérer non plus. À partir de ce moment-là, le seul moyen de partir c'est que quelqu'un vienne te chercher et qu'il ait noté le parcours. Mais bon, vous allez quand même me dire pourquoi cette théorie? D'où sort-elle? A-t-on-nous des preuves, des trucs véridiques? Et oui, on en a, car sur un des films tournés quelques années plus tard après la disparition de Michael Rockefeller, au même endroit, c'est-à-dire à l'endroit de la tribu des asthmates, etc. qui devait voir au début, on y aperçoit un homme blanc avec une barbe, et on va pas se mentir, il lui ressemble quand même beaucoup, moi je trouve physiquement, qu'on dirait lui juste pas soigné en fait, mais on dirait clairement lui. Et je précise qu'il avait une barbe sur la vidéo, puisque de ce que j'ai compris, les tribus là-bas de base ne portaient pas du tout la barbe. Mais bref, il y avait un blanc, lui ressemblant, genre vraiment limite 99% sur 100%, tu vois le délire, en plein milieu d'une grande tribu d'asthmates, genre ça se voit direct en fait, et personne l'a remarqué, genre les gens l'ont remarqué quelques années après la sortie du film, alors que déjà ce film avait été tourné quelques années après la disparition de Michael Rockefeller. Et il est là, on le voit pagayer, tranquille, il s'est fait à la vie là-bas, hein. Moi je suis persuadée que c'est lui. Mais bon, en soi, ça n'a jamais été prouvé que c'était lui, on ne sait toujours pas qui était cet homme, et on ne sait toujours pas tout simplement qui est-ce qui est devenu Michael Rockefeller. Et c'est pour ça qu'on a autant de théories, parce que là je vous ai raconté les plus connues, mais il y en a des centaines. Bien évidemment, on passe encore une fois par Bigfoot et les aliens, mais j'ai l'impression que c'est la base. Il n'y a pas une histoire de disparition où on ne parle pas de Bigfoot et d'aliens. N'hésitez pas
à vous abonner, ça me fera très plaisir. On est bientôt aux 400 abonnés, s'il vous plaît, ce serait cool qu'on les ait avant la fin de l'été. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de débattre en commentaire parce que vraiment vos théories sur ces histoires là ou même ce que vous pensez m'intéressent beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!